Il est 7h15, l'heure de retrouver les experts avec vous, Thomas Soto. Les experts d'Europe sont là. Alex Taylor pour l'Europe, Axel de Tarlet pour l'éco, Antonin André pour la politique et Anne Le Gall pour l'innovation. Bonjour à tous. Salut Thomas. On commence avec vous, Alex Taylor, et on va en Allemagne où une suite d'agressions autour de la gare de Cologne dans la nuit de la Saint-Sylvestre déclenche une polémique majeure. Quelques jours après, c'est vrai que ça vient tard finalement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Petit rappel des faits. Le 31 au soir, donc, il y avait beaucoup de fêtards, surtout Yves, autour de la gare. Depuis, il y a eu 90 plaintes de la part de femmes pour harcèlement et agression, surtout sexuelle. Le point sensible est que beaucoup de ces femmes parlent d'agresseurs, je cite, d'origine nord-africaine. Évidemment, c'est un sujet un peu plus sensible dans le contexte des migrants. Mais pourquoi on en reparle et en Allemagne on n'en parle que maintenant ? Il y a eu une manifestation hier, mais pourquoi ça sort que maintenant ? Justement, Thomas, parce que le sujet est si délicat. Dans un premier temps, la police a émis un rapport parlant d'une nuit de la Saint-Sylvestre paisible. Pour ce, elle a été critiquée ouvertement hier par le ministre de l'Intérieur. La chancelière a demandé hier également que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que l'état de droit soit respecté. J'ai cité surtout, dans un premier temps, les médias ont évité un sujet aussi explosif à tel point que hier toujours dans l'après-midi, chose très rare, la rédaction de la ZDF, le service public allemand, a admis avoir, je cite, commis une erreur en choisissant de ne pas parler de ce sujet dans ses bulletins. Il y a une forme de censure, en fait, d'autocensure. Chose remédiée hier soir, et c'est fait la une ce matin, mais c'est seulement depuis ce matin que ça fait la une. Cela déclenche, vous l'imaginez, des réactions extrêmes, voire extrémistes sur les réseaux sociaux. Même si le ministre de l'Intérieur a insisté hier aussi que les incidents, je cite, ne doivent pas conduire à faire peser une suspicion générale sur des centaines de milliers de réfugiés qui viennent chercher une protection chez nous. Mais c'est ce matin que ça sort et que ça commence à faire polémique. Et ça peut évidemment fragiliser Angela Merkel et sa politique d'accueil à bras ouverts des réfugiés. En France aussi d'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen sur Twitter s'est émue de cette situation, reprenant un papier du Monde, parlant d'actes monstrueux. C'est vraiment un sujet qui va sans doute monter, comme on dit, dans les heures qui viennent. La politique justement, on en parle avec vous, Antonin André. Nicolas Sarkozy, on ne l'a pas vu publiquement depuis le 7 décembre dernier. C'était sur le plateau du 20h de France 2. Depuis, le président des Républicains s'est montré on ne peut plus discret. Alors, des vœux à Noël, et puis sur Facebook, je crois le 31 décembre. Il faut dire, Antonin, que son espace politique semble extrêmement réduit en ce moment. Nicolas Sarkozy s'est fait piller. Il s'est fait littéralement piller par ses rivaux politiques. Souvenez-vous, le lendemain des attentats du 13 novembre, François Hollande dégaine la déchéance de nationalité. Nicolas Sarkozy ne peut qu'approuver puisque c'est lui-même qui l'avait proposé. Cette semaine, c'est Alain Juppé qui le déborde, puisque Alain Juppé fait des propositions en matière de sécurité, l'abandon de Schengen, le durcissement du regroupement familial, le rétablissement des peines planchées. On croirait entendre Nicolas Sarkozy. Il marche sur ses plates-bandes. Exactement, c'est Alain Juppé qui les prononce. En fait, Sarkozy s'est fait dépecer par ses rivaux, il est réduit au silence. Mais est-ce que ça veut dire, Antonin, que c'est perdu pour la primaire, que c'est cuit pour 2017 ? Alors on n'en est pas encore là. Vous connaissez certainement Gramsci, Thomas, le théoricien politique du début du XXe siècle. Voilà. Alors sa théorie, c'est que les victoires en politique se gagnent par les idées. François Hollande et Alain Juppé pillent Nicolas Sarkozy en prenant ses idées. Et au final, l'opinion créditera Nicolas Sarkozy de ses idées. Et puis le deuxième pilier, c'est le parti. Depuis que Nicolas Sarkozy a récupéré le parti, il a fait venir plus de 100 000 nouveaux adhérents, totalement acquis à sa cause, et ces adhérents sont les soldats qui pèseront très très lourd dans la primaire. Il pense revenir grâce aux troupes de l'intérieur en quelque sorte. Exactement. Mais ça suffira pas, il faut aussi qu'il fasse campagne, Nicolas Sarkozy, et dans les sondages, en ce moment, les vents ne lui sont pas favorables. Voilà, il faut qu'il aille au-delà du parti. Alors, il avait un rival en politique, Nicolas Sarkozy, vous vous en rappelez, Jacques Chirac, son meilleur ennemi. Et aujourd'hui, c'est son meilleur modèle. C'est le Chirac de 95, janvier 95. Il est au fond du trou dans les sondages. Il est largué par Balladur. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève sa casquette RPR, ses banderoles, ses élus, et il sillonne le pays à la rencontre des Français petit à petit. C'est cette campagne-là que Nicolas Sarkozy va reproduire à partir de fin février. Et alors, de fin février à novembre, il y a 10 mois. 10 mois, c'est largement suffisant pour faire une reconquête et pour espérer l'emporter dans les janvier primaires. 95, Balladur était élu, 5 mois plus tard, il était battu. Là, il y a 10 mois, vous le dites. 10 mois. C'est long. Alex, ça me rappelle aussi en 76, exactement la même chose avec Mrs. Thatcher, qui a dit « I'm a conviction politician ». Je suis une femme politique avec des idées. Et c'est comme ça qu'elle a complètement changé de fond en comble la politique. Nicolas Sarkozy ne renierait pas le modèle Margaret Thatcher. En tout cas, elle est restée longtemps au pouvoir, Margaret Thatcher. 10 ans, c'est ça de mémoire. 10 ans, en Grande-Bretagne. Et 15 ans à la tête du parti. Allez, le plus jeune ou la plus jeune va sous la table, Axel de Tarlet. On va parler de l'incroyable business de la galette des rois, car oui, nous sommes le 6 janvier. Et oui, c'est l'épiphanie. Exactement, et c'est une grosse journée pour les boulangers. Vous savez combien il va se vendre ces jours-ci de galettes des rois ? 30 millions.
Alors sachant qu'on est 66 millions en France, vous voyez, ça fait quasiment une galette pour 2 habitants. Grosse journée, grosse marge aussi pour les boulangers. Une galette, C'est hors de prix. 20 €. Alors vous savez combien ça coûte à fabriquer? Ça coûte dans les 5 €. Alors évidemment, ça dépend ce qu'on met dedans. Alors ce qui est bon dans la galette, c'est la frangipane, Bien c'est-à-dire du bon beurre, des bonnes amandes. Au passage, vous savez combien c'est une part en calories, une part de... C'est une bombe calorique. Ah oui, c'est une vraiment. bombe, c'est 500 calories, c'est-à-dire que c'est un Big Mac, quoi. Une part de galette, Oui. c'est un Big Voilà. Mac, sachant qu'on en prend 2. Oui, c'est 2 croissants, voilà, C'est bon exactement. avec les frites. Voilà. Bon, mais il faut dire que c'est très bon. Et ce qui est bon, c'est la frangipane, et c'est ce qui coûte cher, la frangipane. Et souvenez-vous, je dis ça parce qu'il y avait une polémique récemment. C'était le célèbre chef boulanger Jean-Luc Poujoran qui avait révélé que dans les boulangeries parisiennes, notamment, 80% des galettes qui étaient vendues étaient en fait des galettes industrielles qui étaient simplement réchauffées. Il avait également révélé un autre secret, c'est que le coût de la frangipane low cost, où c'est pas du beurre mais c'est de la margarine, c'est pas des amandes mais c'est des arômes artificiels, goût amande. Donc là, effectivement, vous faites baisser les coûts. Le risque avec ce genre de manip, c'est que les gens aillent directement en grande surface où les galettes sont vendues 3 fois moins cher, les grandes surfaces qui ont déjà raflé la moitié du marché de la galette. C'est bien dommage pour la part des boulangers qui jouent un peu avec le feu, parce que quand même, vous savez, ça représente le tiers de leurs recettes en ce moment, les galettes des rois. C'est ah bah oui, 20 €, je peux vous dire, ils font de la marge et ils font du gras. Mais ils ont bien raison, parce que c'est bien bon. C'est bien bon. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter aujourd'hui bon tirage de roi, je sais pas si on dit comme ça, bonne galette avec du bon beurre, de la bonne frangipane et surtout la fève. Et surtout la fève. Ça fait travailler les cardiologues après. Oui, c'est Voilà. ça, c'est toute la chaîne en fait. Ça se fait ça en Grande-Bretagne, la galette des La rois? galette, ni vue ni connue, non. Mais nous, on a le pudding, donc je crois qu'après le Oui, pudding, il y a plus vous êtes déjà beaucoup bien de chargé. place. Vous êtes déjà très bien Et un chargé. petit conseil pour les calories. Si vous êtes 8, vous achetez une galette de 6. Pas du tout, vous achetez une galette de 12. Allez, on innove avec Anne Le Gall. On revient près de la nature avec une découverte intéressante pour les apiculteurs, Anne. Oui, des chercheurs du CNRS de Toulouse et une équipe australienne ont découvert que certaines odeurs de fleurs pouvaient calmer l'agressivité des abeilles. C'est intéressant parce que ça fait 15 000 ans que l'homme récolte le miel des abeilles. Ça fait 15 000 ans qu'il se fait piquer parce qu'évidemment, les abeilles n'aiment pas qu'on vienne voler le fruit de leur travail. Et donc, elles sont très organisées. Il y a des vigiles à l'entrée de la ruche qui donnent l'alerte quand quelqu'un s'approche et qui émettent, ces vigiles, des phéromones, des odeurs qui donnent aux autres abeilles l'ordre d'attaquer. Et donc les chercheurs ont trouvé une odeur qui endort les vigiles en quelque sorte, c'est ça? Alors c'est pas tout à fait ça. En fait, ils ont trouvé que l'odeur de certaines fleurs riches en phényléthanol et en linalol annulait l'odeur des phéromones d'alerte. Et c'est notamment le cas de l'odeur de lavande. Alors c'est comme pour nous finalement, la lavande a un effet déstressant, ça détend, on dit la lavande. non Voilà, alors sauf que pour Regardez, nous, la lavande, Antonin ça André, comme il évoque... est détendu, il se lave les mains à la lavande tous les matins. C'est ça, voilà. Donc, mais pour notre cerveau d'humain, la lavande, ça évoque le soleil, la nature, les vacances. Pour les abeilles, ça évoque plutôt l'odeur d'un bon steak, d'un bon repas. Et c'est pour ça que ça les calme, puisque les scientifiques ont montré que le cerveau des abeilles, partout dans le monde, entre l'odeur du danger et l'odeur du repas, préfère l'odeur du repas, donc l'odeur de lavande. Et du coup, ça ouvre des perspectives en apiculture, parce que on pourrait mettre au point des sprays odorants calmants à diffuser devant les ruches. Et ce sera sans doute plus efficace que la fumée ou les répulsifs pour éviter les piqûres d'abeilles. J'ai une très mauvaise nouvelle. À cause d'Axel de Talay, on a perdu un auditeur, Pierre Perceau, qui nous écrit: j'ai déjà mangé l'équivalent de 8 Big Mac depuis vendredi en galette des rois. Je vais faire un footing et je reviens. C'est sur Twitter avec le hashtag un matin. À demain, les experts. À demain.